Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Pendant toute la semaine précédant le départ de la Transat Café L'Or, Pause Report pose ses valises au Havre et passe en format quotidien, avec 5 épisodes de mardi à samedi consacrés à la Transat en double qui s'élance dimanche 26 octobre à partir de 14h. Ces 5 épisodes sont présentés par The Sea Cleaners, organisation non gouvernementale suisse fondée en 2019, dont la mission est de protéger les océans autour de 4 axes: le déploiement d'expéditions de collecte de déchets dans les zones côtières et en amont des océans, la recherche scientifique, la sensibilisation et l'éducation du grand public, tout en menant un plaidoyer international pour renforcer la lutte contre la pollution plastique. Dans cette optique, The Sea Cleaners est partenaire du Class 40 Ocean Connect The Sea Cleaners, qui sera barré sur cette Transat Café L'Or par le duo franco-belge Jean-Baptiste Ternon-Gaëtan Thomas. Pour toutes les informations sur les missions de l'association, rendez-vous sur theseacleaners.org. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 octobre, il est exactement 9h30 et je vous souhaite la bienvenue pour le 3e épisode de Pause Café, l'édition hors série de Pause Report consacrée à la Transat Café L'Or et présentée par The Sea Cleaners. Changement de décor ce matin, nous ne sommes pas au PC Press ni sur le village qui est fermé au public à cause d'une grosse dépression qui s'est abattue dans la nuit sur les côtes normandes et dont on voit encore les effets ce matin, il pleut fort ce matin. Nous sommes dans une maison au Havre dont je tairai l'adresse où est installé toute la semaine notre premier invité du jour. Il a 60 ans, dispute la Transat Café L'Or pour la 9e fois. Il l'a remporté en 2007 en IMOCA aux côtés de Manu Le Borgne. C'est également le seul marin à compter 2 victoires sur le Vendée Globe en 2000 et en 2008. Il s'agit bien évidemment de Michel Desjoyaux. Salut Mich. Salut tout le monde, bon petit-déj. Et merci de nous recevoir chez toi, Mich. Notre deuxième invité a 53 ans. Il a lui aussi gagné le Vendée Globe en 2004, mais également celle qui s'appelait encore la Transat Jacques Vabre à 2 reprises en IMOCA. En 2013 avec Jean Le Cam, 2 ans plus tard avec Sébastien Coll. C'est bien évidemment Vincent Rioux. Salut Vincent. Salut. Et nous avons aujourd'hui un 3e invité, sans doute un peu impressionné de côtoyer et de se retrouver au milieu de 2 légendes de la course au large. Il a 21 ans, il est originaire des Côtes d'Armor et navigue pour l'instant essentiellement en match racing avec l'équipage de Timothée Rossi. Il envisage de se lancer en 2027 sur le circuit Figaro après avoir terminé ses études d'ingénieur à l'université de technologie de Compiègne. Il était aussi ambassadeur de l'association The Sea Cleaners. Il s'agit de Théo Mas. Salut Théo. Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Théo, on va commencer par toi. Qu'est-ce que ça fait d'être assis là entre Michel Desjoyaux, Vincent Rioux, 3 Vendée Globe, 3 Transat Café L'Or et j'en passe? Waouh, c'est un truc de dingue quand même. Ils sont assis là, ils sont sages pour l'instant. Donc pour l'instant tout va bien, mais non, c'est impressionnant, c'est cool. Je crois que tu n'étais pas né quand Vincent a remporté son Vendée Globe en 2004, encore moins quand Mich a remporté son premier en 2000. 2004, oui. Donc il a dû naître quelques mois après la victoire de Vincent. Non, 2004, tu es né? Ouais, 1er donc février tu étais né 2004. quand Vincent a gagné son premier Pas Vendée sûr, Globe. ça dépend quand est-ce qu'il est arrivé. Comment est née ta... En 2005, Ouais, il arrive en en 2005. Bah oui, j'étais né. Comment est née ta passion pour la course au large? Elle n'est pas née en 2005 par contre, mais non, ma passion pour la course au large en fait, c'est quand la Solitaire du Figaro en fait, elle est passée par Paimpol, je pense, en 2012. C'est la première fois qu'en fait j'ai vu des voiliers de course au large. Je venais tout juste de commencer la voile et là j'ai fait waouh, c'est quoi ça? J'ai trop envie de faire ça et donc j'ai commencé à faire ça et là ça fait maintenant presque 15 ans que je fais de la voile. Donc ils avaient tous les deux déjà gagné le Vendée, que j'avais pas encore touché à un bateau. Mais donc voilà, j'ai un petit peu articulé tout mon cursus pour faire de la course au large et maintenant j'en suis à année -1, on va dire, j'espère. Et aujourd'hui, tu en es où du coup dans ton parcours nautique? Donc là aujourd'hui, ça fait 3 ans que je pratique le match racing à haut niveau, donc sur le World Match Racing Tour. Et donc ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de réussites. Et là, en fait, je suis en train de finir mon école d'ingénieur à l'UTC. Je suis en dernière année et donc je voulais commencer à articuler un petit peu mon projet Solitaire du Figaro et
J'espère intégrer le circuit en 2026. J'ai pu déjà faire quelques compétitions comme le Tour Voile en 2023 qu'on avait remporté avec la région Bretagne. Et donc voilà, mon objectif qui est assez clair, c'est de faire la solitaire en 2027 et d'essayer de performer le plus rapidement possible. Vincent Mich a gagné 3 fois la solitaire du Figaro. Quel conseil tu donnerais aux débutants sur le circuit, Théo Mas, l'année prochaine? Alors c'est marrant parce que c'est ce que je racontais hier à quelqu'un. Tu as déjà fait pas mal de match racing et performé. Il faut savoir que le match racing, donc c'est un bateau contre un bateau en équipage et que du coup les postes sont très précis. C'est vraiment c'est de l'horlogerie fine que vous faites en match racing. Les manœuvres c'est exécuté nickel parce que vous êtes toujours exactement au même poste et dans les mêmes cadences et tout ça. Et souvent quand ces profils-là arrivent sur la course en solitaire, pendant un an au moins ils se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils veulent continuer de tout faire parfaitement, sauf qu'ils sont tout seuls. Et donc, le premier et quasiment le seul conseil que je vais te donner, c'est la première année, accepte de mal faire les choses, parce que de toute façon, tout seul, tu n'y arriveras pas. Personne ne sait faire tout parfait. Et donc, tu vas changer tes repères par rapport à ce que tu faisais en équipage, en match racing. Et puis, ça va se passer bien, parce que tu vas te retrouver tout seul à tout faire, et ça, c'est génial. Donc, bon vent à toi. Merci Mich. Parlons maintenant de cette Transat Café L'Or qui va nous occuper à partir de dimanche. Rappel départ à 14h. Pour vous, ça sera à 14h45 pour les classes 40. 8 participations pour toi, Mich, 10 pour toi, Vincent. Et Vincent, tu es le seul parmi les 148 marins au départ à avoir connu la toute première, qui était en solitaire en 1993. Est-ce que tu peux nous rappeler les circonstances de ta participation? Tu avais 21 ans, exactement l'âge qu'a Théo aujourd'hui. Raconte-nous comment ça s'était passé. C'était sous les couleurs de Maître Coq, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, c'était sous les couleurs de Maître Coq. Bah, c'est le hasard qui m'avait amené là, faut être lucide. On va dire quelques rencontres l'été qui précédait la première édition de la Transat Jacques Vabre, alors que j'essayais de monter un projet pour prendre le départ de la Mini Transat, m'avait amené auprès d'un propriétaire de Mini qui j'avais loué son bateau. Et au final, ce propriétaire avait aussi un 60 pieds dont il savait pas quoi faire. Et au départ, il envisageait lui de faire cette première édition de la Route du Café. À l'époque, ça s'appelait la Route du Café. Et au mois d'août, il m'a téléphoné en me demandant si ça m'aurait tenté de le remplacer. Voilà. Donc du coup, j'ai tout À la suite de ton naturellement, plein gré, éventuellement. j'ai tout naturellement accepté rapidement. Et quelques jours après, je me suis retrouvé au Sable d'Olonne à récupérer un bateau de 60 pieds, qui était déjà un grand bateau, hein, un sister ship de 36-15 mètres, un bateau avec lequel Jean-Luc Van Den Eede avait fait une très belle place au premier Vendée Globe. Et donc c'est là que l'aventure de la course au large a commencé pour moi. Et tu en gardes quoi de cette première? Ça s'était passé comment? Bon, ça s'était passé la préparation à l'arrache parce que le bateau était absolument pas prêt. Après, moi, j'ai eu des petits soucis dans une grosse dépression entre la Pointe-Bretagne et les Açores. Et du coup, j'étais obligé de faire une escale. Je me suis fait décrocher par la météo, a fait que je me suis retrouvé décroché du paquet d'autres IMOCA. Donc, après, j'ai tranquillement fini mon chemin jusqu'en Colombie. À l'époque, on allait en Colombie. Et j'en ai profité pour prendre énormément de plaisir à faire mes premiers grands bords de glisse dans l'Alizé, parce que ces bateaux étaient quand même assez sympas au portant dans l'Alizé fort. Et puis pour prendre un maximum d'expérience, voilà, en faisant cet aller-retour en Colombie alors que j'avais que 21 ans. Mich, pour toi, la Transat Jacques Vabre, on l'appelait encore Transat Jacques Vabre, à l'époque c'était en 1999, je crois, avec Alain Gauthier, et ça s'était pas très bien terminé, hein, si je me souviens bien. Est-ce que tu t'en souviens? Ça s'est vite terminé, ouais, puisqu'on a chaviré au large de Cherbourg, au large de Rigny, avec Alain Gauthier, avec Brocéliande. Et ouais, on est vite rentré à la maison, et c'était une année un peu difficile, puisque c'est l'année où Paul Vatine disparaît, chavire. Et je suis arrivé à la maison, on venait d'apprendre que le bateau avait chaviré et qu'il n'y avait plus que Jean Morel à bord. Donc, tu arrives à la maison, tu te dis waouh, quelque part on est passé à côté de ça. Mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver en mer. Théo, quand on entend ces récits, en tout cas pas les récits de chavirage, j'imagine que ça fait pas forcément envie, mais est-ce que ça donne envie d'un jour à être sur une Transat Café L'Or? Bah oui, bien sûr. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ces discours, c'est que ils racontent quand même des belles histoires, ils font vibrer pas mal de monde, et dont moi, quand j'étais petit, écouter ces récits, je trouvais ça vraiment incroyable. Et j'espère à mon tour avoir l'occasion de pouvoir raconter ce genre d'histoire. C'est vrai que bon, pas forcément peut-être un chavirage, je vais peut-être éviter, notamment sur la première, on verra bien. Mais non, je trouve ça incroyable,
Et j'espère être amené à vivre ces expériences. Ouais. Mich, tu as fini par la remporter en 2007 avec Manu Le Borgne, hein. C'était l'année d'avant ta deuxième victoire sur le Vendée Globe à bord de Foncia, hein, on rappelle, plan phare, le fameux, qui est devenu le fameux Uber de Jean Le Cam. Tu en gardes quoi quelle place elle tient cette victoire dans ton palmarès qui en compte de nombreux autres? Bah écoute, c'est la seule victoire sur 8 participations, 4 en multi et 4 en mono, donc forcément elle a une place importante. Moi j'ai toujours aimé le double parce que je trouve que c'est un bon intermédiaire entre la complexité extrême du solo et puis je dirais la lourdeur administrative d'un équipage. Et en plus, cette année-là, donc c'était l'année avant le Vendée, et le routage à l'époque était encore autorisé sur les IMOCA. Et moi, je m'étais dit, et Manu avait pas eu trop le choix, moi, je veux me mettre dans les conditions du Vendée, donc sans routage. Et c'est vrai que ça se joue non pas sur un choix de route météo stratégique long terme, mais juste sur un nuage à l'entrée du poteau noir. On était derrière, comment il s'appelle, Bernard Stamm, qui était avec Jean-François Cuzon. Et il y a un nuage qui me plaît pas, on en panne 1 heure, on réempanne, et le lendemain, on passe en tête, et puis on se taille jusqu'à Salvador de Bahia. Et c'est vrai que c'était une belle victoire. On avait pu voir que le bateau allait bien. Et que mine de rien, je trouve que quand justement contre le routage, puisque dans les règles de course, le routage est interdit, sauf quand il est autorisé par dérogation. Et y aller sans routage et se retrouver autonome et décider de soi-même, je trouve que c'est une des chances qu'on a en équipage réduit, a fortiori quand on est en solitaire. Et ça me paraît logique que ce soit interdit, et ça montre aussi qu'on peut être performant de plus en plus maintenant, parce qu'on a des moyens de communication rapides. On peut récupérer quasiment toute la météo qu'on veut. Certes, il faut y passer du temps, mais au moins c'est nous qui décidons et on n'est pas téléguidé depuis l'extérieur. Ce que j'avais pu faire sur d'autres courses, notamment Vincent, qui était à terre pour moi sur la route du Rhum 2002, ou avec Jean-Yves Bernot sur la Transat anglaise, où là tu es vraiment téléguidé depuis la terre, c'est-à-dire tu fonces avec le bateau mais tu sais pas très bien où tu vas, et c'est pas ton problème parce que tu as quelqu'un qui gère ça. Et je trouve qu'on s'éloigne de l'intérêt du solitaire, justement. Vincent, toi, comme j'ai dit en introduction, 2 victoires en 2013 avec Jean, Le Cam 2015 avec Seb Coll. Tu en gardes quoi, ces 2 victoires? C'est deux histoires différentes. Quels sont les souvenirs te reviennent en mémoire quand tu y penses? C'est 2 bons souvenirs. Alors c'est très différent et c'est aussi ça que j'aime dans le double, c'est qu'on peut partager avec des gens qui ont des profils complètement différents d'une autre. La première fois, je l'ai effectivement gagné avec Jean, et c'est vrai qu'avec Jean, on a le même cursus, hein. On a fait du Figaro, on a fait toute la filière française de voile en solitaire. Bon, lui, il a démarré beaucoup plus tôt et avec plus d'expérience à ce moment-là, mais voilà. Et après, j'ai eu la chance de le faire avec Sébastien, qui lui venait d'un milieu complètement différent, qui m'a apporté des choses complètement différentes. Et le souvenir, c'était un bon moment de partage. En plus, les 2 éditions que j'ai eu la chance de gagner, c'était des éditions longues, parce qu'à l'époque, on allait à Itajaí, dans le sud du Brésil, et du coup, c'était vraiment des courses de longue haleine, quoi. C'était quasiment des courses de 20 jours à chaque fois, donc c'était des trucs bien, bien, bien engagés, avec plein de conditions différentes, avec une belle notion de voyage, parce que du coup, on attaquait au Havre en hiver et on finissait en automne, et on finissait au printemps dans le sud du Brésil, donc c'était vraiment sympa. Bon, vous avez été en plus dans la même équipe, hein. Tu as été dans l'équipe de Michel quand il préparait son Vendée Globe et quand il a gagné son Vendée Globe en 2000. Tu lui as succédé à la barre du même bateau, PRB, en 2004. Comment aujourd'hui on retrouve Michel Desjoyaux et Vincent Rioux au départ de la Transat Café Laurent? On va continuer avec toi, Vincent. Je sais pas, c'est peut-être le hasard, non? C'est parce que là, pour le coup, il y a rien de prémédité. Écoute, je sais pas, moi j'avais envie de continuer à naviguer un petit peu encore, et je trouvais que la classe 40, c'était un support qui était quand même assez adapté. Maintenant, je suis là cette année sur un projet qui est un peu différent de tout ce que j'ai pu faire sur la Transat Jacques Vabre, parce que je suis plus sur un projet de formation, de partage, puisque mon coéquipier rêvait en regardant les bateaux et les départs de course depuis un paquet d'années, mais n'avait jamais pratiqué la compétition en voile il y a encore 1 an. Donc c'est un projet qui est différent, mais qui est super intéressant.
qui est bien tombé avec le fait que moi je voulais faire quelques saisons de classe 40. On s'est retrouvés. Moi j'avais déjà décidé de partir pour 3 saisons et chercher un financement pour mon bateau. On s'est retrouvés à ce moment-là et voilà pourquoi? Parce que cette classe elle est bien adaptée à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire un projet plus simple avec j'ai envie de dire moins staffé, où on est plus acteur dans tous les domaines du jeu, c'est-à-dire dans la technique et dans le sportif, et puis avec des bateaux qui sont quand même moins physiques et moins engagés que les autres bateaux qui sont au départ de cette transat, que ce soit de l'Ultime à l'Ocean 50, c'est quand même des bateaux qui sont plus engagés que les classes 40. On rappelle que tu vas faire je ne l'ai pas dit en introduction, que tu vas faire cette transat Café L'Or avec Yann Dauphin, c'est ça, et sur un bateau qui s'appelle Pierre Val, Fondation Good Planet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, mon coéquipier, Yann Dauphin, c'est le président du groupe Pierre Val. Et voilà, c'est un passionné de voile qui a voulu aller plus loin et qui a voulu passer de je pratique de la voile devant la plage, je vais faire de la compétition à la voile. Et c'est tout un programme de formation qui nous amène là aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi qu'on navigue ensemble. C'est pas forcément si simple que ça que de prendre le départ d'une transat comme ça, rien qu'en termes de formation, de stage ISAF, de formation météo. C'est un long chemin pour lui, mais c'était assez sympa et assez amusant de lui organiser tout ça et puis de l'accompagner autour de toute cette préparation. Toi, Mich, tu navigues avec Alexandre Le Gallais qui est derrière nous, qui est en train peut-être de regarder la météo qui vous attend pour le départ dimanche sur Trim Control. Comment on retrouve Michel Desjoyaux pour sa 9e participation en classe 40? C'est à cause de lui, justement, ou grâce, je ne sais pas. Non, plutôt grâce, bien sûr. Moi, je me suis bien calmé à partir de 2014-2015, quand on accompagnait Paul Meillat sur SMA. J'avais fait une Jacques Vabre, d'ailleurs, avec lui, où malheureusement, on a dû abandonner. Et j'ai continué de regarder ce qui se passait, bien sûr, puisqu'avec mon catamaran mer agité, on est au départ de pas mal de courses, de la Jacques Vabre ici, de la Route du Rhum, des Figaro et des Mini et tout ça. Donc continuer d'être curieux de tout ça et de voir tout ça progresser et se développer. Et puis j'ai fait la solitaire du Figaro en 2019, la première année des Figaro 3, plus par jeu d'ailleurs. Une préparation un petit peu courte, mais pris beaucoup de plaisir sur l'eau parce que c'était sympa de retrouver cette ambiance et de retrouver cette hargne et les difficultés du solitaire. Et puis, il y a 3 ans, quand on a commencé à travailler avec Alexandre sur les penons électroniques, puisqu'on a redémarré cette activité-là, au bout de quelques temps à bosser ensemble et à échanger, il m'a dit « Mais toi, t'aimes bien concevoir, t'aimes bien construire, ça te dirait tu dessines un bateau, tu le construis et puis on court avec. » Et voilà comment je me retrouve ici dans le bassin au Havre 2 ans plus tard maintenant pour prendre le départ de la Café L'Or 2025. Votre point commun avec Vincent, c'est que vous êtes donc beaucoup impliqué dans la conception de vos bateaux respectifs. Ça, c'est un incontournable chez nous, je pense. C'est une marque de fabrique. Raconte-nous un peu les spécificités un petit peu de ce Trim Control. Alors, c'est le premier classe 40 dessiné par CT Merforte, donc le bureau d'études que j'avais créé en 2009. Qui était une émanation de Mer Agité à l'époque. Premier classe 40 dessiné par la même équipe qui bosse sur les bateaux. Alors c'est plutôt un bureau d'études qui a fait des bateaux sur le lac Léman, notamment récemment un 14 mètres 20 qui marche très bien et qui va d'ailleurs avoir un petit frère. Il y a un Mini qui a été dessiné par Merforte, le 888, la grenouille. Mais surtout des bateaux de lac construits par mon copain Olivier Lutti, d'ailleurs que j'avais rencontré que j'avais connu sur la Mini en 91. Et donc un premier bateau, et c'est compliqué parce que tu pars d'une feuille blanche, tu as une réglementation qui est comme simplement édictée mais qui est compliquée à exploiter. Et puis on a vu l'année dernière qu'il y avait moyen de faire un bateau neuf et se rater. Et donc là, il y avait un enjeu quand même, mais moi j'adore cette partie-là aussi. Tu lis la jauge, tu essaies de comprendre comment ça marche et puis tu essaies de te dire qu'est-ce que je vais dessiner autour de tout ça. Et ça fait un bateau qui est, je ne sais pas encore, en fait on a un peu joué avec, mais pas avec beaucoup on n'a pas eu beaucoup de confrontations.
la concurrence, elle est là, mais on n'a pas eu beaucoup d'occasions de se confronter. Et donc, ça va être un peu le grand saut dans l'inconnu. Dans une flotte qui est géniale, parce que si tu regardes sur les quais, tu as 42 bateaux ici au départ, avec des bateaux très différents, des personnes, des tandems assez différents, des vieux briscards, pas mal d'amateurs, pas mal d'étrangers. Il y a un peu tous les ingrédients et un plateau qui est, comme mine de rien, vachement relevé, avec des bateaux qui, même s'ils sont visuellement assez différents, sont finalement assez proches en vitesse. Et c'est ça qui est top. C'est pas la monotypie du circuit Figaro, mais il y a quand même de la bagarre, parce qu'il y a quelques bateaux qui vont moins bien, les anciens pointus qui sont là, mais chez les nouveaux, il y a, ou en tout cas chez les bourrons, les SCO, il y a quand même une sacrée homogénéité. Toi, Vincent, tu as lancé ton bateau en 2024, si je ne me trompe pas. C'est un Pogo S4, donc signé Verdier, avec la particularité, quand tu l'as lancé, il avait qu'un seul safran et une ailette sur la quille. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose? Et quels sont, raconte-nous pourquoi ces choix de conception, et est-ce que ça a fait ses preuves? Bah ouais, alors le bateau, il est comme à sa mise à l'eau, hein. C'est toujours un bateau avec un seul safran et avec un volet sur la quille. Moi, j'ai une démarche un peu différente. À vrai dire, j'ai pris un bateau qui existait déjà, qui avait des points forts connus, hein. Le Pogo S4, c'est un bateau très typé qui est rapide au portant et moins rapide, qui était pas très rapide au près et au reaching. Alors, au près, parce qu'il n'était pas super bien équilibré, puis parce qu'il a une coque un peu différente de celle des autres. Et au reaching, parce qu'il est moins puissant, il est beaucoup moins large que la plupart des bateaux existants aujourd'hui, hein, parce que il doit avoir son bouchin qui est quasiment 20 cm moins large que la plupart des classes 40 d'aujourd'hui. Et donc, voilà, je me suis amusé en mettant un volet du coup, en ayant la contrainte de faire un mono safran, à essayer de boucher un petit peu les trous de ce bateau-là. Et pour ce qui est de boucher les trous du Pogo S4, il y a pas de souci, hein. Aujourd'hui, je pense que notre bateau, il est quand même plus polyvalent que tous les autres Pogo S4, sans avoir perdu ses qualités de bateau rapide au portant. Voilà, maintenant la flotte, elle est quand même très ouverte et très disputée. On a toujours ce petit problème de largeur, et puis qui s'additionne un peu avec une tenue de route qui est forcément un peu moins bonne avec un seul safran au reaching. Et puis voilà, il y a plein de nouveaux bateaux qui sont encore sortis. Voilà, c'est une série qui est très dynamique, donc je pense qu'on peut avoir un bateau performant à un moment, et puis les choses peuvent vite changer parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein. On a vu entre autres le Lift 3 qui a gagné quasiment toutes les courses auxquelles il a participé cette année, qui est un bateau très très rapide. Donc voilà, mais mon objectif étant la Route du Rhum l'année prochaine, en plus en solitaire, avec donc un format de course qui lisse un petit peu les performances des bateaux. Je pense encore avoir de bonnes chances de pouvoir réussir à faire un classement correct. Théo, tu fais des études d'ingénieur on l'a dit, à l'université de Compiègne, par laquelle sont passés d'ailleurs quelques marins. Je vais citer juste Tom Laperche, par exemple. Est-ce que toutes ces considérations de design, ça t'intéresse, et tu fais ces études dans quel objectif? Ouais, bien sûr. Comme tu disais, Tom Laperche qui a fait la même école que moi, Antoine Coche aussi, qui Oui, dessine tout à fait. notamment les 3 bateaux qui sont en construction chez CDK. J'ai eu l'occasion de faire un stage de 6 mois au printemps dernier chez CDK à Lorient. J'avais déjà fait un stage quand j'étais en DUT de 2 mois. Et donc là, c'était vraiment l'occasion de passer du côté bureau d'études, pardon. Et donc ouais, c'était vraiment génial de voir comment sont conçus et construits les bateaux de nos jours. C'est vrai que je comprends bien ce que dit Vincent sur le Pogo S4, parce que j'ai navigué un petit peu en Pogo S4 et en Max 6 avec le Max 6 de Timothée Paulet, et en Pogo S4 sur le Fastnet avec Yves Courmont, qui est aussi ambassadeur de l'ONG suisse The Sea Cleaners. Et donc forcément tout ça c'est hyper intéressant, ce qu'a fait Vincent avec sa quille et son petit flap à l'arrière. C'est hyper ingénieux. Ça se fait beaucoup sur les bateaux comme le nouveau Wally Rocket. Parce que j'ai l'occasion aussi beaucoup de naviguer en Méditerranée sur plutôt des classes propriétaires, par exemple en Cap 31, etc. Et donc je trouve ça plutôt génial d'essayer d'aller de l'avant sur ces bateaux. Ce que fait Mich aussi avec la JT40, c'est hyper cool.
c'est un bateau qui est assez unique, un petit peu, on dirait comme le bateau de Jan Lipinski. C'est un peu le seul comme ça dans la classe. Donc moi, je trouve ça super cool et c'est vers ce quoi j'ai envie d'aller aussi dans la course au large, plutôt innover et chercher des solutions pour aller. Mich, l'objectif de cette AJT40, c'est pas d'en faire qu'un. C'est vraiment de créer une série comme on a les Pogo S4, les Mac 45 ou 6, les Lift V1, V2, V3. Alors, une série, c'est mal me connaître parce que celui-là, c'est le premier. On a investi avec Alexandre dans les moules, dans les études. Donc, c'est bien évidemment un objectif que d'en faire plusieurs pour amortir un petit peu tout ça. Par contre, ça va être difficile pour moi que les bateaux d'après ne soient que des copies du premier. Donc, il y a des évolutions déjà. Tous les bateaux que j'ai faits, le jour de la mise à l'eau, j'avais déjà envie de faire différemment. Donc, celui-là n'a pas été une exception à la règle. Et il y a déjà des améliorations à faire. Et c'est aussi ça la chance de ne pas être dans un chantier, je dirais, établi comme les Pogo, par exemple, qui, eux, ils doivent produire. Et c'est logique, on comprend bien. Mais un classe 40, à quelques exceptions près, ça reste un bateau unique à chaque fois. Même si tu le fais dans les mêmes moules, tu peux encore modifier ton moule d'ailleurs assez facilement, même si c'est les mêmes règles, il y a encore des choses à faire évoluer et c'est ce qu'a fait Vincent avec le S4 avec un seul safran. Et donc oui, le but du jeu c'est d'en faire plusieurs, oui. Ce qui tombe bien d'ailleurs parce que comme Pogo a arrêté de faire des classes 40, V1D2 aussi, et donc on est aussi là pour faire marcher ce bateau-là, mais pour que ce soit une carte de visite, un argument commercial pour la suite, oui. Bon, donc la Transat Café L'Or, c'est un peu l'épreuve du feu pour le bateau. Pour le bateau, alors nous on a déjà vu qu'il était capable d'aller vite dans certaines conditions, mais on n'a pas vu dans toutes les conditions, donc c'est ça qu'on va voir et ça tombe bien, je crois que d'après ce que j'ai regardé la météo, on va être servi, on va avoir un peu de tout. Justement, on va parler de cette météo, ce départ dimanche pour 14h45 pour les 42 classes 40. Mich, quand on est arrivé, tu étais en train de regarder la météo. Vincent, j'imagine que tu commences à regarder ça de près. À quelle sauce vous allez être mangé, Vincent? Bah, une sauce, j'ai envie de dire Atlantique Nord d'automne normal, hein. On n'est pas sur des trucs complètement des cas particuliers. A priori, on est parti pour sortir de la Manche avec du vent de nord-ouest qui va être un peu viril dans la matinée, enfin tôt le matin, lundi matin, donc tout de suite après le départ. Les 24 premières heures de course entre le départ et le passage de la Pointe Bretagne vont quand même être bien sport, mais entre guillemets avec des conditions qui sont encore acceptables. Il n'y a pas de sujet de conditions dangereuses. Après, on va avoir le droit à une journée et demie, 2 jours un peu plus calme, avec une traversée d'un anticyclone, d'une dorsale. On ne sait pas encore bien trop de quel côté, mais bon, on sait qu'il y aura ce genre de phénomène sur notre route. Et puis derrière, on va voir venir une nouvelle dépression, quelque part entre le Cap Finistère et les Açores. Et pareil, celle-là, on ne sait pas bien comment elle va circuler, mais on sait qu'on va se reprendre un petit coup un petit 48 heures un peu musclé qu'il faudra sûrement bien gérer, voilà, trouver la meilleure trajectoire dans ce phénomène météo qui je pense sera quand même assez velu, hein, mais on aura bien le temps de l'anticiper et bien le temps de le gérer, donc ça va être comme à chaque fois, il va falloir trouver la bonne solution pour pas trop solliciter les bateaux, pas trop prendre de risques et réussir à gagner le mieux possible sur la route dans ces conditions-là. Une route qui est quasiment directe, sauf qu'il y a quand même les Açores à laisser à tribord. Mich, est-ce que c'est un parcours justement le fait d'avoir beaucoup de possibilités, c'est un parcours qui te plaît ça, tu parlais des enjeux météo tout à l'heure, du choix de météo. Est-ce que ça te plaît de faire ça? Là, sur les 4 classes, classe 40, IMOCA, Ocean 50 et Ultime, il y a 4 parcours différents pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à peu près tous ensemble là-bas. Et du coup, nous, on a juste les Açores à respecter. Sauf que d'habitude, il y a un anticyclone qui porte ce nom-là. Et là, ils ont mis une dépression à la place qui va nous concerner quand on va arriver dessus. Donc, au lieu de faire de la glissade, ça risque d'être un peu de l'escalade. Là, le routage pur, brut de fonderie, il nous met des passages à 52 nœuds de vent au près.
Donc ça va être un peu engagé si on va là-dedans, mais il y a des échappatoires, il y a moyen d'aller dans moins fort de vent, peut-être pas la trajectoire la plus rapide. Et puis d'ici là, comme l'a dit Vincent, ça a encore le temps de changer. On a vu depuis qu'on est ici, les modèles être un peu perdus chaque jour. Et chaque jour, tu regardes et puis tiens, c'est encore différent d'hier. Alors il y a bien un moment, ça va se stabiliser, mais on a quand même la chance d'avoir de quoi faire de la météo à bord de qualité maintenant. Et donc, on ajustera tout ça au fur et à mesure. Tu le disais, tu n'as pas eu de confrontation avec l'ensemble de la flotte jusqu'ici, où vous étiez sur la Malouine, je me souviens un peu. Oui, ouais. Première course. Ouais. En dehors de la Malouine 40, dans quel groupe vous avez envie de jouer avec Alexandre sur cette Transat Café L'Or? Je ne sais pas, je te répondrai dans 3 semaines. Ça tombe bien parce que de ce qu'on a vu, on est capable d'aller assez vite auprès. Ça tombe bien, c'est plutôt ces angles-là qu'on a au début. Donc, si on arrive à s'extraire d'ici correctement au début, après, il y aura des opportunités pour jouer de toute façon. Mais ça, c'est la grandeur de ce sport-là. On sait où il faut aller, on sait quand on part, et tout le reste, on ne sait pas. Et toi, Vincent? Nous, c'est difficile à dire. Enfin, on sait que de toute façon, le groupe des jeunes loups avec des bateaux affûtés, il n'est pas pour nous. C'est le seul truc qu'on sait. Après, derrière, il y a encore beaucoup de place. Et si on navigue proprement, on a moyen de faire les choses correctement. Bon, à l'inverse, on aurait préféré partir avec du nord-est, parce qu'on va plutôt vite au portant qu'au reaching. Mais en même temps, ça va se terminer au portant. Donc, il y aura sûrement des opportunités à jouer. Et puis, là, on voit bien qu'on est dans des situations complexes où, au final, il faudra aller vite, mais il faudra aussi faire les bonnes trajectoires et être pertinent dans ces trajectoires. Donc, tout est ouvert. Tu le disais, la suite, c'est l'année prochaine, c'est la Route du Rhum. Donc, c'est ton objectif, en tout cas, avec ce projet. Ça va être tout pour la Route du Rhum l'année prochaine. Tu fais tout le circuit jusqu'au Rhum, jusqu'à Saint-Malo? Ouais, l'année prochaine, je vais faire toutes les courses en solitaire pour préparer la Route du Rhum et peut-être quelques courses en équipage le week-end, parce qu'il faut bien aussi aller s'amuser avec les copains. C'est le but du bateau, c'est de temps en temps de partager un peu. Toi, Mich, c'est plutôt accompagner Alexandre jusqu'à la Route du Rhum, mais il n'y a pas de Route du Rhum pour toi. Sauf si je le pousse dans un escalier, mais c'est pas du tout prévu comme ça. Il y en a un ici là, qui est assez grand. Ouais, du coup, tu vas moi je me accompagner suis le projet. éclaté dans la conception et dans la construction du bateau, et puis là maintenant dans la découverte du milieu marin. Une course en double, ça me va bien. Refaire un Rhum, non, pour le moment c'est pas sur la pile. D'accord, donc c'est continuer à développer la JT40 alors. Tout à fait. Théo, est-ce que tu as une question pour nos deux invités? Je sais pas. Est-ce que tu as de la place pour moi l'année prochaine? Espace de stade. Bien sûr, qu'est-ce qui veut me prendre en stage? Je cherche un dernier stage de fin d'études de 6 mois. Pourquoi pas développer un nouveau bateau, un AJT 40.1. Il y a un bureau d'études qui s'appelle CT Mer Forte. Envoie-moi ton CV, je saurai le pousser. C'est gentil. Non, écoute, franchement, c'est génial de voir tout ça, de voir aussi que les classes vont de l'avant et que des anciens, si on peut dire des anciens, désolé messieurs, mais tu peux y aller, tu as le droit. tu vas pas nous vexer. Tu as le droit. Quand tu auras autant de cheveux blancs que nous, tu sauras pourquoi on les appelle les anciens. Non, mais je trouve ça cool de les voir revenir sur des classes qui sont quand même hyper disputées maintenant, avec on voit un gros niveau et un engagement total. C'est aussi des messieurs qui ont pas mal de contraintes à côté avec leur chantier, etc. Donc, non, moi je suis assez admiratif et en général de leur parcours, etc. Je trouve ça plutôt cool et j'espère m'aligner contre eux sur la route du Rhum. Non, pas sur la route du Rhum, mais sur des prochaines transats. S'ils continuent à aller dans cette dynamique, c'est cool. Tu seras où dimanche pour le départ à 14h45? Là, je retourne à l'école cet après-midi. Ah J'ai bon. fini mon dernier examen vendredi, donc je serai encore sans doute à Compiègne dimanche et après je regarderai ça un peu de loin, mais ouais, sans doute devant mon ordinateur avec un petit peu de papier à côté pour continuer de travailler. Eh bien, très bien. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris du temps ce jeudi matin sous la tempête havraise pour participer à ce pause café. On se retrouve demain pour un nouvel épisode qui sera consacré à la classe ultime, une autre classe que vous avez plus ou moins connue de près ou de loin, l'un comme l'autre. Mich et Vincent, bonne Transat Café L'Or, bonne arrivée en Martinique, profitez un petit peu du soleil ici à l'arrivée et à bientôt.
À bientôt. À dimanche au départ. Merci Axel, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!